Donc voilà, on a trois bonnes raisons de t'accueillir, Alpha, aussi étonnant que ça puisse paraître. Donc, Alpha est le premier docteur en sociologie du cycle de conférences climat social. Deuxièmement, c'est le premier représentant de la francophonie africaine que nous recevons, puisqu'il est enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'agriculture de l'Université de Thiès, au Sénégal. Et puis enfin, la troisième super bonne raison, c'est que Alphaba est consultant spécialisé sur les questions agricoles, foncières, de genre et de droits humains, et sa longue expérience auprès d'organismes publics, d'ONG et d'institutions internationales nous promet une conférence très intéressante. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à présenter tes travaux. Et puis, comme pour chacune des conférences du cycle climat social, on a la chance d'avoir un ou une BDaste de l'école multidisciplinaire de l'image de l'Université du Québec en Outaouais, qui retranscrit en bande dessinée donc, la conférence. Et aujourd'hui, c'est Fanny Seconi, qui est diplômée donc, du baccalauréat en art et en design, concentration de bande dessinée, qui forme un binôme avec Alpha pour en retranscrire les travaux. Donc, on aura une séance de questions à la fin de la présentation. Pour celles et ceux qui ne voudraient pas poser les questions directement, vous pouvez utiliser la discussion. Et sinon, vous pouvez lever la main ou me faire signe dans la discussion pour que je vous libère le micro. Et puis, on prendra on s'arrêtera à 11 h pour respecter l'horaire. Donc, Alpha, j'arrête mon partage et ça va bientôt être à toi. Donc, normalement, tu as la possibilité de parler et de partager. D'accord. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez le partage d'écran que j'ai fait avec vous. Oui. Merci. Super. Et merci à Timothée et pour aussi l'occasion qui m'est offerte de partager avec ceux qui sont en ligne cette démarche sur laquelle nous avions travaillé au Sénégal. Il faut le dire, c'est une démarche que nous avons utilisée il y a maintenant, depuis en 2015, mais que nous continuons de mobiliser au Sénégal et dans d'autres pays en Afrique pour travailler de manière globale sur la gestion des ressources naturelles de manière globale avec comme angle d'attaque ou point d'entrée la question foncière, mais qui nous permet d'interroger beaucoup de questions sur la gestion des ressources naturelles. Et je tiens quand même à préciser, avant d'entrer dans le vif de la présentation, que c'est une démarche qui a été mise en place avec un collègue chercheur du CIRAD qui s'appelle Patrick Daquino, avec lequel nous avons travaillé, qui est un collègue chercheur du CIRAD qui a beaucoup travaillé en Afrique. Et nous avons travaillé ensemble à la mise en place de cette démarche qui s'appelle Terry Stories. Je vais faire juste une petite présentation pour vous permettre d'avoir une idée un peu de ce qu'on a fait et comment on s'en est pris. Parce que, mais avant d'y aller, juste une petite chose, c'est souligner que quand on s'attaquait à cela, c'était dans un contexte particulier. Parce que le gouvernement du Sénégal venait de lancer ou était en train de discuter pour lancer ce que nous appelons au Sénégal ici la réforme foncière, parce que nous avons plusieurs cadres juridiques qui gouvernent la réforme foncière au Sénégal. Et par rapport à cette réforme foncière, nous, en tant que chercheurs spécialisés en sciences sociales, il y avait un questionnement que l'on avait. Est-ce qu'il fallait penser la terre sans les ressources qu'elle porte? Pour nous, il était difficile, surtout quand on interroge les représentations et autres en Afrique. On sait que quand on parle de la terre, le plus souvent, on le met en lien avec les ressources qu'elle porte, que ce soit les ressources en eau, que ce soit toutes les ressources. Donc, pour nous, c'était impossible. On s'est dit quelle était la démarche la plus favorable qui permettrait aux populations avec lesquelles on voulait discuter, parce que c'est un processus d'accompagnement de la société civile sénégalaise, des populations avec lesquelles on devait discuter, qui, pour la majeure partie, ne sont pas instruites. Comment permettre à ces populations-là de pouvoir utiliser un discours, nous, de leur transmettre une information technique, mais aussi ces populations-là, de comprendre ces discours techniques-là et de pouvoir faire des propositions qui peuvent être facilement traduites en termes de politique publique. Donc, c'était vraiment comment trouver un courroie de transmission entre les échelles les plus locales et les échelles les plus nationales. C'était vraiment l'idée de départ qui était autour de cette démarche-là. Donc, c'est vraiment ce contexte qui a prévalu à cela, comme vous l'avez vu sur la présentation. Je vais revenir un peu sur l'enjeu, l'outil et la démarche de manière globale.
Donc, pour l'enjeu, c'était pour nous de créer un outil qui soit de simulation, qui soit à la portée de tous. Vraiment, c'était ça, vraiment l'enjeu, pour donner les moyens à tout le monde de pouvoir imaginer toutes les possibilités, de pouvoir vraiment construire à tous les niveaux. Et ici, la question, c'est l'espace sahélien où les populations, comme je l'ai dit tantôt, ont de manière différente manière de penser la Terre, des manières qui sont exclusives, parce que quand qui parle de Sahel, parle d'incertitude climatique. Donc, il y a une grande flexibilité des populations, mais aussi il y a la question de l'équité qui était là, parce que qui parle de l'espace sahélien aussi pose souvent des questions de relations patriarcales entre les hommes et les femmes. Parfois, il y a la question de l'équité qui se pose, mais aussi il y a les enjeux actuels avec les densités démographiques dans des espaces avec peu de ressources. Donc, il y a vraiment tous ces enjeux-là qu'on a essayé de prendre en compte en mettant en place l'outil. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était de donner aux populations sahéliennes, et l'exemple le plus patent, c'est que cet outil, il a été conçu au départ au Sénégal, mais je rappelle que, par exemple, il a été mobilisé au Burkina Faso, il a été, actuellement même, à l'heure où je vous parle, une personne avec qui nous avons travaillé est en train de faire un travail au Burkina sur cet outil. Il a été mobilisé, moi je l'ai mobilisé au Togo, je l'ai mobilisé en Côte d'Ivoire, c'est un outil qui a été mobilisé au Mali, donc c'est vraiment un outil reproductible, une démarche reproductible que nous avons mise en place. Donc l'outil en tant que tel, c'est ce qu'on essaie de représenter, c'est une version très simplifiée d'un terroir sahélien. Mais quand on dit une version très simplifiée aussi, on ne remet pas en cause la complexité, parce qu'on sait que dans cette simplification, c'est mettre des éléments simples, mais il faut reprendre toute la complexité des terroirs sahéliens. Et surtout, pourquoi? Parce qu'on se dit que les termes, toutes les réflexions en rapport avec la gestion des ressources naturelles ou la réflexion des politiques publiques par rapport aux ressources naturelles ou autres, souvent les décideurs ont tendance à penser, à réfléchir de manière macro sans prendre en compte certains éléments complexes. Et souvent, ce sont ces éléments complexes qui font que souvent les décisions qui sont prises sur les questions climatiques et autres sont difficilement applicables parce que les populations pour lesquelles ces décisions ne sont prises ne sont pas, c'est pas en adéquation avec leurs aspirations ni leur compréhension même de la réalité à laquelle ils doivent faire face. Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là. Donc, nous, on s'est dit que pour faire cela, il faut, dans le milieu naturel sahélien, il y a ce qu'on peut parler, 3 milieux naturels types. On a essayé de définir ces 3 milieux, essayer de voir l'effet de la règle sur les 2 types de ressources, ici, le sol et les végétations, parce qu'on parle, qui parle de climat parle de végétation, les effets du climat sur la végétation, mais aussi essayer de voir quels peuvent être l'impact des règles qui sont mises en place sur comment conserver les règles essentielles et voir quel est l'impact d'une règle que les populations se décident de s'appliquer dans la gestion de leurs ressources de manière générale. Aussi bien sur l'environnement, les revenus, parce qu'il faut comprendre aussi quand on parle de la question de l'environnement ici, dans le contexte sahélien, c'est une question qu'on ne peut pas mettre en parallèle avec les conditions socio-économiques des populations. Donc, sur les revenus des populations, ici particulièrement les paysans, mais aussi l'impact, l'occupation de l'espace, son impact et autres, et sur la paix sociale. Parce que pour nous, s'il fallait, on a vu que dans beaucoup de pays africains, la question de la gestion des ressources est souvent à l'origine de conflits. Donc, comment réfléchir sur tout cela? Donc, ce que nous avons essayé de mettre en place, un outil, c'est un territoire simplifié sur lequel les participants imaginent puis jouent des règles et les comportements qu'ils veulent, en fonction, eux, de leur propre réalité. C'est vraiment ce qu'on a essayé de mettre sur place à travers l'outil que nous avons développé. Une version peu simplifiée, c'est comme vous l'avez dit, ici je vous donne en visuel un peu comment ces images-là de ce que nous avons fait pour voir l'outil sur ces différentes formes. C'est juste un ensemble de carrés qu'on a mis sur place où les gens peuvent jouer. Et l'intérêt, c'est que là, vous avez une image où j'étais même en train d'animer le jeu, parce que souvent, la facilité avec l'outil, c'est que c'est un outil où si vous avez des animateurs, au bout de deux heures d'explication, eux-mêmes, ils peuvent dérouler l'outil sans problème. Donc, c'est facilement adaptable. Et les populations aussi, quand ils ont l'outil, facilement, ils s'y retrouvent et facilement, ils peuvent jouer, parce qu'il y a 2 niveaux d'éléments qu'ils vont essayer de prendre en compte. Et en fonction de cela, ce qu'on demande aux populations,
c'est de poser leurs activités en fonction de la taille de la famille et des ressources présentes. Et quand vous regardez l'outil, par exemple, là, si je mets, je ne sais pas si vous voyez là où je mets le curseur, là, c'est un terroir. Par exemple, quand vous regardez ce type de terroir, on simplifie, on dit, ben, c'est une terre qui est simple, qui n'est pas très riche. Alors que quand on a ces types de terres, on dit que ce sont des terres qui sont souvent argileuses, qui existent. Et quand on a ces types de terres-là, par exemple, on dit que ce sont des terres qui sont intermédiaires entre les qui sont, il y a des terres fertiles, des terres moins fertiles et des terres dégradées. Donc, on a essayé d'imaginer 3 types de catégories de terres que les populations peuvent retrouver dans leur terroir de manière simplifiée. Et à côté, vous allez voir que à côté de chaque terre, il y a 2 choses. C'est-à-dire que sur la case bleue, on met la capacité de la terre à recueillir de l'eau selon les saisons climatiques, que la pluviométrie est bonne ou que la pluviométrie n'est pas bonne, la quantité d'eau qui a été recueillie. Et à côté, selon le type, la quantité de la pluviométrie qui a été recueillie, quelles sont les ressources que la terre produit, c'est-à-dire que ce soit en termes d'herbes, en termes de plantes qui ont régénéré, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce que vous voyez ici, les billes, cela représente les familles, les nombres de familles que chaque ménage dispose et comment gérer ces familles-là selon les ressources disponibles. Et là, vous voyez, par exemple, la carte. Ici, on prend compte ici la carte qu'on a, c'est un peu, on essaye de représenter de manière schématique la répartition de la climatologie dans la zone sahélienne. C'est-à-dire que à partir, selon le type de climat, est-ce que la pluviométrie a été bonne? Est-ce que la pluviométrie n'a pas été bonne? Est-ce que cela a permis aux ressources de se régénérer ou aux ressources? Donc, c'est une carte qu'on a imaginée qui essaie de prendre en compte les variabilités liées au changement climatique et autres variabilités qui existent dans la zone sahélienne. Donc, ça permet aux populations de réfléchir, donc de faire ce qu'on a appelé dans le jeu la distribution de la pluviométrie. Donc, c'est vraiment ces éléments que nous avons essayé de voir comment les mettre en jeu ici de manière globale dans le jeu, de manière globale. Et l'intérêt, c'est qu'avec ce jeu, c'est qu'on permet aux populations de pouvoir mettre un peu en lien leur vécu quotidien et leur impact sur la gestion des ressources. C'est-à-dire que selon le contexte du changement climatique, on permet non pas de dire aux gens, OK, par exemple, ne coupez pas du bois, cela aura des effets sur vous, ne faites pas ceci, cela. Mais ici, le lien qu'on a trouvé qui est facile, c'est de pouvoir interpeller la personne directement en fonction du vécu de sa famille. C'est lui montrer quels peuvent être les impacts ou les effets immédiats de ses actions, lui, au quotidien. Par exemple, décider de défricher une terre, quel impact ou quel effet cela peut avoir sur ses conditions de vie, sur ses conditions socio-économiques, en prenant en compte le contexte de changement climatique. Et cela permet aux gens de changer de perspective et de se projeter dans une autre dimension, de pouvoir comprendre que, par exemple, quand on parle du changement climatique, ce ne sont pas des concepts abstraits, mais c'est une réalité qui peut avoir un impact sur leur quotidien. Donc, ici, à partir de ce moment qu'on a expliqué les règles, on demande aux populations de jouer. Parce que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on on faisait le jeu en 3 phases. On explique les règles, et on demande aux populations de jouer, mais on ne demandait pas les populations aussi de jouer de manière abstraite, mais on demandait les populations de jouer en fonction du contexte de leur espace. C'est-à-dire que l'espace, parce qu'on a beaucoup travaillé ici en partant d'un concept qui est développé par une ONG ici au Sénégal, ce qu'ils appellent l'approche terroir, c'est-à-dire qu'on a demandé aux populations de reproduire leur terroir avec toutes les réalités environnementales de leur terroir pour voir s'ils devaient subdiviser le terroir. Par exemple, ici, quand vous regardez les plateaux, à chaque fois que vous regardez, dites-vous que les populations qui sont autour du plateau, un peu se font une carte. C'est un géographe qui essaie de dessiner une carte de son terroir pour te dire que dans cette partie de notre zone, on a tel type de ressources, on a tel type de terre, on a tel type d'activité, et ainsi de suite. Ils reproduisent. Et voici comment, en fonction des éléments, voici comment la pluviométrie est distribuée dans cette zone. Et nous, quand on fait les activités, voici quel impact cela peut avoir sur la gestion des ressources, mais sur notre vécu quotidien. Et l'un des intérêts de cet outil aussi, c'est que c'est un outil
on est dans le contexte sénégalais particulièrement, on est dans un contexte où souvent, par exemple, qui ne permet pas ou qui ne facilite pas la libération de la parole ou l'échange entre certaines catégories sociales. Par exemple, entre les femmes et les hommes, ce n'est pas toujours évident que les femmes puissent avoir accès à la parole. Entre les jeunes et les personnes âgées, ce n'est pas évident. Ou même les personnes d'un même niveau, par exemple, les personnes âgées même, il y a certaines castes sociales qui n'ont pas la facilité de libérer la parole. Mais utiliser cet outil, les mettre dans une perspective de jeu, leur permettait de se libérer tout en racontant leur vie, parce que ça permettait aussi à ceux qui l'utilisaient de se dire qu'on est dans un jeu. Et ça a été important, nous, dans notre démarche. C'est par exemple, quand j'animais les ateliers, je disais toujours aux gens, OK, c'est un jeu, vous avez la possibilité de tout dire. Ce n'est pas la réalité, mais in fine, on voudrait que aussi dans ce jeu-là, que vous puissiez nous mettre des éléments qui ne soient pas abstraits, qui renvoient à une réalité vraiment concrète. Et ce qu'on faisait, c'est que dans ce jeu-là aussi, comme on jouait une chose qui soit réelle, on faisait intervenir, par exemple, des événements, ce qu'on appelle des événements. On laissait les populations jouer leur réalité, mais nous aussi, par rapport à notre connaissance du contexte local, on faisait intervenir des événements. Par exemple, quand on parle de la gestion des ressources au Sénégal, il y a deux catégories d'acteurs. Par exemple, quand vous allez dans les zones agricoles, dominantes agricoles, souvent, ce sont les activités agricoles qui prévalent. C'est-à-dire que la gestion des ressources naturelles et la gestion de tous les aspects liés aux effets du changement climatique sont en fonction de la pratique de l'agriculture. Mais on sait, nous, dans ces zones-là, que par exemple, vu les changements climatiques, par exemple, je prends un cas au Sénégal, quand vous prenez ce qu'on appelle la vallée du fleuve Sénégal, il y a ce qu'on appelle la vallée, il y a ce qu'on appelle la zone du Ferlo, qui est carrément une zone sahélienne où l'activité dominante, c'est l'activité pastorale. Mais avec les effets du changement climatique, ce qu'on a observé, c'est que de plus en plus, les transhumants, les éleveurs qui étaient dans le Ferlo ont tendance à se déplacer au niveau de la zone de la vallée du fleuve Sénégal. Et souvent, cela est à l'origine de conflits. Donc, pour nous, à chaque fois qu'on jouait, on essaie de faire intervenir ces éléments-là pour pousser les populations. Si vous devez faire face à ces éléments liés aux incertitudes climatiques, quelles sont les postures quelle posture vous devrez adopter ou quelles règles vous proposez pour permettre une stabilité sociale, une gestion climatique, une stabilité sociale, une gestion plus efficiente des ressources naturelles qui permettent à toutes les catégories de s'en sortir. Par exemple, là, on voit par exemple un transhumant qui arrive dans un jeu, qui essaye lui aussi de se positionner pour permettre, pour voir quelle sera la réaction des populations. On voit un peu là, ce sont des tableaux que l'on reproduit où un phénomène qui a prévalu au Sénégal dans un certain moment, c'est l'arrivée des fonds spéculatifs étrangers qui venaient acheter des espaces assez importants foncières au Sénégal pour voir comment les populations vont réagir ou vont interagir avec ces fonds spéculatifs qui essayent d'accéder pas seulement aux terres, mais aussi aux ressources, et que l'accès à ces terres-là a un impact sur la gouvernance des ressources naturelles, comment les populations le perçoivent et comment elles pensent pouvoir interagir ou cela, ou aussi c'est de voir en fonction des politiques publiques décidées par l'État, comme l'État qui décide d'un seul coup, selon ses priorités, sans pour autant prendre en compte les priorités des populations locales, de mettre une politique publique comme dire, OK, toute cette zone-là, sans prendre en compte les réalités du moment, j'ai décidé de faire des aménagements hydro-agricoles à perte de vue parce que moi, ma priorité à l'heure actuelle, c'est la sécurité alimentaire, c'est l'autosuffisance alimentaire, sans pour autant prendre en compte les besoins des populations locales qui, elles, ont des rapports différents avec les ressources naturelles de cette collectivité-là. Donc, c'est vraiment pousser les populations à réfléchir autant pour moi sur tous ces éléments-là pour voir. Et pour le faire, c'est aussi ce que nous avons fait, c'est d'essayer de trouver dans la cosmogonie locale quels sont des outils que nous pouvons utiliser de manière simple, accessible partout où vous allez, qui puissent vous permettre de jouer. Donc, vous voyez, au-delà des éléments, on a tout un ensemble d'accessoires. On a mobilisé un ensemble d'accessoires à notre disposition. Et ces accessoires peuvent être adaptés selon les contextes. Par exemple, on va dans un contexte où le puits a une signification sociale différente dans un autre contexte. On ne va pas donner la même signification. C'est-à-dire ce qu'on faisait, on mettait tous les accessoires à la disposition des joueurs, des populations, et on leur demandait même parfois, c'est à eux de définir pour eux quels sont les accessoires
quelle signification ils donnent à ces accessoires-là, ou si ces accessoires-là ne font pas sens auprès d'eux, quel type d'autres accessoires proposent-ils, et au fur et à mesure, c'est ce qui a même enrichi l'outil, parce qu'au fur et à mesure, on récoltait de nouveaux accessoires. Par exemple, des gens qui nous disaient, OK, si vous voulez matérialiser la sécheresse dans telle zone, il faut utiliser tel élément, on prenait, on rajoutait. Et on proposait ça dans un autre contexte. Cet accessoire peut être valable comme il peut être remis en cause. C'était vraiment une démarche de recherche empirique, je peux dire, au fur et à mesure qu'on développait le jeu et qu'on avançait. Et souvent, vous voyez, donc, quand vous regardez tout cela, ça vous permet de voir tous ces accessoires-là, comment les gens peuvent les matérialiser. Par exemple, vous voyez sur le premier ici, sur la première figure, par exemple, on a des accessoires qui ont été mis, qui sont matérialisés, mais dans ce champ-là, par exemple, les gens ont matérialisé ces accessoires-là pour signifier des chemins d'accès, des pistes de production qui permettent d'accéder aux ressources naturelles. Alors que quand vous regardez dans cette table aussi, les gens ont reproduit ces mêmes accessoires-là pour schématiser des systèmes d'irrigation. Donc, c'est pour dire la flexibilité qu'on donnait aux populations aussi de pouvoir utiliser les accessoires comme bon les semblait sans pour autant avoir. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on a joué pour voir au départ, parce que comme je le disais tantôt, c'est que nous avons développé en partant de 3 règles de gestion des ressources foncières et naturelles. Première règle, c'est de demander aux populations de réfléchir selon les règles coutumières, sur la base des règles coutumières, pour voir qu'est-ce que ça peut donner en termes de gestion des ressources naturelles et voir quelles sont les limites de cette règle-là par rapport au contexte actuel. Deuxième règle, c'est de voir par rapport à des règles de délégation, si je puis parler ainsi. Ce n'est pas des règles coutumières, mais ce sont des règles qui existent au Sénégal, des règles de délégation qui leur permettent de réfléchir où l'État met à leur disposition ces ressources naturelles-là, mais qu'ils les gèrent eux-mêmes et comment ils veulent. Et troisième règle, c'était dans une perspective où on rendait ces ressources privatives, où chacun avait un droit de propriété plein au sens du droit positif sur les ressources. Quels seraient les modes? Et c'est à partir de là qu'on a essayé de voir comment ils interprètent ces règles et comment cela peut avoir des impacts sur lui, sur leur vécu quotidien. Et donc, l'un des éléments importants, c'est ce que je disais tantôt, c'est de permettre vraiment la participation. Et l'intérêt derrière, c'est qu'en le faisant, on a permis à beaucoup de catégories sociales de participer, mais aussi sur un tour de plateau. Parce que d'habitude, un plateau, on le conçoit pour permettre une participation maximum de 8 personnes. Mais ce qu'on a vu en l'expérimentant dans les villages, c'est que parfois on posait le plateau quelque part, mais c'est tout le village qui venait autour du plateau. Donc, et chacun, ça permettait à chacun de pouvoir donner son idée sur le plateau. Non, je ne suis pas d'accord sur tel. Et ça nous permettait, nous, de recueillir une diversité de visions et de perceptions par rapport à la gestion. Et surtout, parfois aussi, de recueillir les pratiques. Et ce qui nous a semblé intéressant, ce qui nous est sorti de cela, qui était intéressant pour nous, c'est qu'on s'est rendu compte que souvent, ceux qu'on considère comme les détenteurs de la connaissance sur la gestion des ressources naturelles ou ici sur la question de la gouvernance foncière, dans beaucoup de zones, cela a été remis en cause parce qu'on voyait des jeunes, souvent à qui on ne donne pas les paroles, mais qui parfois disaient aux vieux, non, sur cette terre, c'était ça, mais actuellement, voici ce qui s'y fait. Parce que les vieux sont retraités, ils sont à la maison, ce ne sont plus du contenu. Même si c'est eux qui détiennent la parole, mais ce n'est pas eux qui continuent de faire les activités sur le terrain. Ou ce sont les femmes qui disaient, non, dans telle zone, il y a telle chose qui se faisait. À l'époque, c'est là-bas où l'on coupait le bois pour la cuisine. Mais dans cette zone, il n'y a plus de bois pour la cuisine. Actuellement, c'est dans cette zone. Donc, il faut pas. Donc, c'est vraiment permettre à cette diversité d'acteurs d'interagir et de pouvoir. Donc, c'est ce que je disais, c'est vraiment, on donnait la possibilité à tout le monde de pouvoir imaginer, réfléchir, refaire les choses comme on veut, reconstruire, penser l'espace. C'est vraiment, on voulait mettre les populations locales dans la perspective de repenser leur terroir, mais de repenser de la manière, de partir de la manière la plus simple à la manière la plus complexe pour gérer leurs ressources naturelles et maintenant repartir de cette complexité-là pour produire des politiques
publique foncière. Et c'est à partir de là, par exemple, que nous avons pu tester les règles que les communautés ont proposées durant ces différentes phases-là. Et ces différentes règles testées, par exemple, là, il y a un vieux, celui-là que vous voyez ici, qui est un des personnages qui m'a beaucoup marqué durant ce jeu. Et j'aime bien raconter cette anecdote. Lui, c'est un chef traditionnel très puissant dans sa zone, un chef traditionnel, parce que toutes les terres de la zone, c'est lui qui donne le droit à quelqu'un d'effectuer quelconque activité sur les terres, parce qu'il est ce qu'on appelle dans la langue locale le gardien des terres, pour ne pas dire le propriétaire des terres. Et je me rappelle, quand on était dans sa zone, on lui avait demandé au départ de jouer la posture. On lui disait que ben, c'est un jeu. Mais lui, selon les règles coutumières, il a une manière de gérer les choses. Et on lui avait demandé de jouer le rôle des personnes de caste inférieure qui n'ont pas droit au chapitre. Ben, il a joué ce rôle-là. Et la personne de caste inférieure qui était avec lui sur le même plateau, il a proposé à cette personne de jouer son rôle, lui qu'il joue dans la vie réelle. Et quand ils se sont mis à jouer, en un certain moment, il a voulu mettre en place des systèmes de gestion des ressources naturelles. Et la personne de caste inférieure qui jouait son véritable rôle social sur le plateau s'est opposée à lui. Et quand il a voulu protester, la personne lui a dit non, tu n'as pas le droit de citer. Parce qu'ici, c'est moi le noble, c'est à moi de décider ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire. Il a utilisé toutes les stratagèmes et la personne a protesté. Et à un moment, il a dit à la personne, mais pourquoi tu ne me laisses pas faire ça, faire ça? Et la personne lui a dit, mais dans la vie réelle, c'est comme ça que vous nous faites. C'est ce que vous nous faites subir. Il a dit, ah, j'ai jamais compris dans ma posture, dans la vie sociale réelle, que les effets qu'on vous fait subir avaient un tel impact. Parce que lui, il s'était retrouvé dans une situation où il ne pouvait plus nourrir sa famille. Vous voyez, j'avais tel impact et automatiquement, je me rappelle, au sortir de ce jeu-là, parce qu'on était dans une zone où on négociait avec lui pour qu'il mette des terres à la disposition de la communauté pour aménager des jardins agroécologiques, parce qu'on voulait faire des aménagements agroécologiques. Mais au sortir de ce jeu-là, automatiquement, il a appelé l'ONG pour mettre à disposition de l'ONG quelque chose comme 40 hectares. C'est pour vous dire un peu comment, à travers le jeu, cela aussi a influencé en termes de changement de comportement. Donc, la démarche qu'on utilise, diversité des régions, mobilité, 4 fois plus de richesse parce qu'on utilise 4 plateaux, c'est que ça nous permettait de voir, parce que quand on mettait un plateau, on disait ici c'est la zone sud, zone nord, zone est, zone ouest du terroir pour permettre aux gens aussi de se projeter. Ça permettait d'avoir plus de richesse, plus de diversité, de mobilité, et on permettait aussi aux joueurs de se déplacer d'un plateau vers un autre. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le plateau A que vous devez rester fixe. On disait en fonction des réalités, si les réalités du climat, de l'environnement vous poussent parfois à une période, à un moment de l'année, de quitter la zone nord pour aller à la zone sud, ben faites-le. Vous avez toute la liberté et ça nous permettait aussi de mobiliser plus de personnes. Donc, ça nous a permis vraiment d'organiser. Et l'intérêt ici, c'est que dans le cas du Sénégal, cela nous a permis de faire, parce que le Sénégal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pays qu'on peut découper en 6 zones écogéographiques. Et ça nous a permis de faire les 6 zones écogéographiques et d'avoir presque une visibilité, une cartographie des différentes perceptions. Tout cela, ici, ce sont les zones qu'on a faites pour ce jeu-là. Donc, de manière vraiment ramassée, ce sont les quelques éléments que je voulais partager avec vous en guise d'éléments de présentation, en étant à votre disposition s'il y a des questions et autres sur lesquelles je pourrais apporter des éléments de réponse. Je vous remercie.